Bon, va falloir qu'on parle d'All Elite Wrestling là, hein. Il y a quelques années, c'était le grand vent de fraîcheur. Enfin, une vraie alternative à la WWE. Mais on en est où maintenant? Est-ce que c'est voué à s'écrouler? Quel bilan peut-on en faire? Et CM Punk, qu'est-ce qu'il en pense CM Punk? Prenez-vous un bon café bien chaud et jacassons de ça ensemble. Vous êtes bien sur Johnny Catch. All Elite Wrestling, bientôt la fin ou pas? C'est parti. Faut être très clair là-dessus, je vais tout de suite vous dire ma position par rapport à l'AEW et rassurer ceux qui seraient vraiment des grands fans de l'Elite Wrestling sur une chose, je suis totalement objectif et dans l'analyse et dans le décryptage dans cette situation. Sachez que, personnellement, alors c'est vrai que j'ai pas très souvent parlé de l'Elite Wrestling, mais pour autant, j'ai rien contre l'AEW, sachez-le. J'ai déjà regardé. Parfois, j'ai même eu très envie que ce soit vraiment un vrai concurrent digne et très puissant contre la WWE, tellement je me disais la WWE, ça lui ferait le plus grand bien. Et puis, rappelez-vous, dans les années 90, quand la WWE était vraiment menacée, c'est ce qui a mené aux plus belles heures du business. La concurrence, c'est bien, ça pousse au dépassement, la compétition, c'est toujours une bonne chose, l'hégémonie n'est jamais une bonne chose, c'est évident. Et donc pour clarifier vraiment ma position, sachez que je suis ni un AEW hater, parce que c'est vrai que quand on regarde un peu sur le web tout ce qui tourne autour de l'AEW, ce que les gens peuvent en dire, etc., c'est vrai que ce qu'on remarque très souvent, c'est, mais bon, c'est aussi le cas pour la WWE, hein, c'est souvent ça dans le catch, malheureusement, c'est un peu le tribalisme. Alors non pas du tribalisme à la Tribal Chief, à la limite si c'était comme la Bloodline, je serais fan. Non, ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde défend de manière vraiment tribale et sans la moindre objectivité, très souvent, hein, alors je dis pas tous, hein, évidemment, mais ça arrive trop souvent malheureusement. Tout le monde défend sa paroisse sans jamais remettre en question même une seule seconde le fait que sa propre paroisse a des défauts. Mais bon, comme je l'ai déjà dit sur la chaîne, et j'espère que vous êtes du même avis, sinon, bah dites-moi en commentaire si vous trouvez que j'ai tort, et je vous invite à échanger ensemble, hein, dans le respect et la bienveillance, bien sûr, on n'est pas des animaux, mais je trouve que quand on est un vrai fan, on critique aussi. Quand on est honnête, qu'on aime, on dit la vérité. En tout cas, voilà ma posture, soyez rassurés. Et sachez que donc, l'AEW, je me suis notamment basé sur une interview qui est vraiment méga passionnante. Hein. Alors, les plus anciens de la chaîne, et merci à vous si c'est votre cas, vraiment merci. Ceux qui étaient là, ou qu'on rattrapait depuis, bien sûr, hein. Quand j'avais traduit en français, vous savez, l'interview par excellence, le podcast de CM Punk avec son grand pote, ancien pote, Colt Cabana, qui avait fait grand bruit, je l'avais traduite en français, c'était vraiment une mine d'or, cette interview. Alors, en avril 2024, sachez qu'on a peut-être eu un peu la suite de ça, parce que chez Ariel Helwani, qui est un journaliste de MMA la plupart du temps, mais qui parle aussi de WWE, au moment de WrestleMania 40, CM Punk avait fait une longue interview, comme il n'en avait plus fait depuis des années, où il parlait de tout ce qui s'était passé à l'AEW. Alors vous le savez, CM Punk c'est une personne, enfin un personnage plutôt quand même crucial hein, dans l'existence de l'AEW, parce que bah, c'est vrai que, je vous l'avoue, hein, quand il est arrivé là-bas, ça avait fait un buzz monumental, et c'est vrai que son retour c'était super. En tout cas, vraiment le moment, les émotions, la promo, le fait de le revoir dans le catch après toutes ces années, c'était génial, il y avait vraiment un énorme enthousiasme, et la preuve c'est que il y a même des personnes qui suivaient plus trop le catch et qui avaient suivi à l'époque où CM Punk était encore là, qui se sont remis à regarder, ou du moins à se réintéresser à ça, parce que, à la manière d'ailleurs du retour de CM Punk à la WWE en novembre 2023, c'est quelque chose qui était susceptible en tout cas de vraiment attiser la curiosité des fans de CM Punk, de fans un peu plus casual, en tout cas, vous savez ce qu'on appelle les fans casual, c'est ceux qui sont pas à fond fans de catch hardcore, qui regardent tout le temps quoi qu'il arrive, non, qui regardent quand il y a quelque chose qui les intéresse, qui fait réagir, qui a un peu un pouvoir et une puissance mainstream. Et CM Punk, c'était exactement ça. Et donc, c'est pour ça que c'est très intéressant de dire ce que lui a déclaré sur l'AEW en avril 2024. Alors, c'est sûr que à prendre quand même avec des pincettes, c'est sa version de l'histoire, toujours, évidemment. Mais n'oublions pas que CM Punk, lui, était quand même arrivé en disant oui, j'ai quitté le catch, en gros, en quittant la Ring of Honor, je suis de retour dans le catch. En gros, il avait clairement placé l'AEW comme le show, enfin l'endroit où c'était le catch, où c'était le gros concurrent, que ça allait être la révolution, enfin il y avait beaucoup d'espoir. Et malheureusement, il en sortira par la petite porte, j'ai envie de dire, pour plein de raisons. Bref.
on est là pour parler de ce qu'il a dit, lui, sur l'AEW, et je trouve que c'est méga intéressant. Sachez que, par exemple, purement en ce qui concerne All Elite Wrestling, il avait déclaré que, vous savez, le fameux show à Londres, juste avant son licenciement, que personne n'était venu le chercher à l'aéroport. Alors, ce que je décrypte à travers ça, hein, c'est que, rendez-vous compte, vous avez la plus grande star de votre compagnie qui arrive en Angleterre pour un gros show, et il doit se débrouiller par ses propres moyens d'aller à l'arène ou à l'hôtel, peu importe. Hein. Déjà, je me dis, alors, c'est quand même assez étrange pour une compagnie qui se veut professionnelle et quand même sérieuse de faire ça. Alors peut-être que c'était juste, on va dire, de la guéguerre contre CM Punk pour l'embêter. C'est pas impossible, mais est-ce que vous imaginez par exemple Roman Reigns arriver à un aéroport et arriver, je sais pas, à l'arène par ses propres moyens en prenant le bus, en prenant un taxi ou en prenant le métro? Mais jamais de la vie, jamais de la vie. Donc ça déjà c'est sûr que bon, c'est un détail mais ça méritait quand même d'être souligné. Mais surtout ce que CM Punk a dit de très parlant, hein, et je le cite, en gros il disait que les autres mecs ne le voulaient pas ici. Donc qu'il est arrivé sur place dans une compagnie où il avait été acheté, donc recruté, on va dire, mais qu'il y avait des mecs, et on sait lesquels, hein, c'est les Kenny Omega, les Young Bucks, tout ça, qui n'étaient pas fans de lui parce qu'il venait faire de l'ombre, qu'il était la nouvelle grande star. Donc qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qu'on peut lire à travers ça? C'est simplement des égos, hein, ni plus ni moins. Bon, c'est vrai que ça a toujours existé dans le catch, hein, mais là, clairement, c'était de l'ego malsain, parce que on va dire, les personnes en question sont des officiels, plus ou moins, de l'AEW. Ils ont du pouvoir dans la compagnie, donc déjà, c'était très mauvais. Déjà, je trouve que, de toute façon, c'est jamais bon que les catcheurs aient des pouvoirs corporate dans une promotion. Ça, déjà, pour moi, c'est une erreur fondamentale de l'AEW, parce que, clairement, il y a un conflit d'intérêts évident, là. Est-ce que, par exemple, si c'est EVPs, en gros c'est ça leur statut, si en gros ils aiment pas un type qui est pourtant une plus grande star qu'eux et qui a tout le pouvoir peut-être pour attirer plein de fans, et qu'ils décident de le prendre en grippe et de faire en sorte qu'il soit mal vu, ou alors de le virer, enfin voilà, de créer des problèmes, ça nuit à la compagnie, clairement. Hein. En tout cas, sachez que CM Punk, alors après, évidemment, chacun pense ce qu'il veut, hein. Vous pouvez être pro-Punk, pro-EVP, ou pro rien du tout. Il faut être aussi au-dessus de tout ça et analyser que, c'est vrai que CM Punk, t'avais une vraie star, hein, c'est indéniable, avec vraiment une vraie notoriété, et finalement, ça n'a pas du tout été ce que ça aurait dû être à l'AEW, même dans le booking d'ailleurs. En tout cas, il a déclaré que l'AEW, en gros, qu'ils n'avaient pas une mentalité de vrai business. En gros, il a constaté, en étant sur place, c'est ses mots, que oui, non, l'AEW, en fait, on n'est pas là dans un business basé sur le fait de faire de l'argent, d'attirer les foules et de vendre des tickets. Oh là, quelle phrase parlante, nom d'un chien, c'est fou. Je me dis, rendez-vous compte, CM Punk, qui sait de quoi il parle, hein, qui, en plus, lui, vient du circuit indépendant, tout ça, hein, et qui a l'expérience WWE, qui dit que l'AEW, en fait, en tout cas, de son témoignage, n'est pas dans une optique d'attirer des fans, de se faire de l'argent, de remplir les arènes à fond, et comment on fait ça? Il n'y a pas de secret, regardez l'histoire du catch. On fait ça avec des grandes storylines qui intéressent les gens, avec des grandes stars, et a priori, la WWE, enfin en tout cas la WWE, elle, a réussi à être longtemps dans cette optique-là, en attirant des foules, et évidemment quand c'est devenu mainstream avec Hulk Hogan et compagnie au tout début, mais l'AEW, elle, a priori, en tout cas si on se base sur ce que Punk dit, n'est pas du tout dans cette philosophie. Et là je me dis, mais attends, t'es une promotion de catch, et tu mets pas ton accent ultime, toute ta priorité, toute ton énergie sur le fait de remplir à fond les arènes avec un maximum de fans de tous horizons, et tu veux pas faire un maximum d'audience et attirer plein de nouveaux fans? Mais alors, c'est quoi ton but en fait? Et surtout, comment tu survis? C'est une vraie question, non? Comment tu te fais de l'argent? Comment tu peux espérer prospérer et devenir vraiment un empire comme la WWE? T'as aucune chance, hein, si c'est pas ta mentalité, ça. Bref, ça déjà, je pense que c'est un gros problème. Sinon, alors là, ça c'est encore plus parlant. Alors là, ça c'est fou. CM Punk, il a quand même déclaré sur Tony Khan, vous savez, le grand patron de l'AEW, qui est un fils de milliardaire, qui a eu, donc on va dire, la chance financièrement de pouvoir mener à bien et surtout concrétiser ses fantasmes de catch, j'ai envie de dire, avec tout l'argent nécessaire. C'est un peu comme un club de foot, un milliardaire qui arriverait, qui achète tous les joueurs qu'il adore,
mais a-t-il vraiment les compétences en termes de leadership pour mener à bien cette mission et diriger le bateau? Pas sûr, hein, parce que CM Punk, en gros, écoutez ça, les gars, écoutez ce qu'il a dit. Il a dit que Tony Khan, en gros, c'est pas un vrai patron. Et d'ailleurs, Punk a quand même dit, et ça, je trouve ça fou, vous savez, le fameux incident qui a mené au licenciement de Punk, qui impliquait Jack Perry, un autre catcheur. En gros, ils s'étaient clashés, ils s'étaient embrouillés les deux. Et Punk avait dit à Tony Khan, ouais, faut que tu règles ça. Et Tony Khan lui avait quand même dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que toi, CM Punk, je fasse? Alors, rendez-vous compte, hein, je sais pas si vous réalisez. Imaginez, vous êtes dans une entreprise, vous êtes un employé, vous avez un conflit avec un autre employé, et vous allez voir le patron, et qui te dit, oh, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je fais quoi? En gros, dis-moi ce que tu veux que je fasse et je le fais. Mais c'est pas un patron, ça. Un patron, ça, je sais pas si c'est rare. J'espère que les fans de l'AEW, mettons, on va dire, un maximum d'objectivité dans le jugement de la situation, là, et réalisons qu'un patron, ça fait pas ça. Vous imaginez vraiment un Vince McMahon, quels que soient ses défauts, hein, vous imaginez un Vince McMahon demander à un gars, donc en dessous de lui, un employé, dire, bah, dis-moi ce que tu veux que je fasse, je le fais. Non, le leader, il décide, il se fait respecter, on lui obéit, sinon c'est dehors. C'est comme ça un leader. Et après, donc, rendez-vous compte, ça c'est encore plus criant, CM Punk a quand même dit en partant à Tony Khan que l'AEW était une blague, qu'il était un guignol. Donc, ça, franchement, bah, quand t'as CM Punk qui dit ça, déjà, quelle mauvaise publicité pour l'AEW, hein. Quelle mauvaise publicité, par exemple, sur la WWE, sur un Vince McMahon, on peut dire un tas de choses, on peut dire, oui, non, c'est un tyran, c'est un salopard, il a des mauvais goûts, c'est un prédateur, enfin, on n'est pas là pour parler de ça, mais voilà, la WWE, c'est une grande machine, il n'y a pas d'humain, il n'y a pas d'âme. Ok, mais par contre, jamais vous entendrez quelqu'un dire de Vince McMahon que c'est un guignol, mais jamais, jamais de la vie, ça serait jamais arrivé. Donc c'est parlant. Et je me dis, est-ce que ça c'est pas un gros problème de l'AEW justement, y compris en 2025, d'avoir un gros manque de leadership, de contrôle sur les catcheurs, le roster, le respect, la discipline, la hiérarchie. Et on sait bien que un bateau, pour bien avancer, il faut un capitaine, hein, c'est vrai. Tout comme n'importe quelle structure. Donc il a dit à propos de Tony Khan d'ailleurs, CM Punk, hein, bah, Tony Khan n'est pas un patron, c'est juste un type gentil. Bah ça, clairement, alors autant c'est ça qui est triste dans l'histoire, c'est que Tony Khan n'est probablement pas, hein, d'après tout ce qu'on entend, quelqu'un de méchant. D'ailleurs, il adore faire des câlins à ses catcheurs. On dirait que c'est vraiment le fan qui a eu le budget illimité entre les mains pour construire le roster de son rêve, pour organiser les matchs qui le faisaient saliver, et qui est tout heureux parce qu'il peut leur faire des câlins, parce qu'il peut être le meilleur ami des catcheurs. En fait, c'est tout simplement un fanboy, hein, ni plus ni moins. C'est vrai. Et un type très gentil, probablement, hein. Mais c'est pas ça qu'il faut pour une entreprise, pour que ça marche. Et d'ailleurs, CM Punk a dit que, en fait, tout le délire à l'AEW, en tout cas de son expérience, c'est que ce qu'ils veulent, c'est faire des bons matchs. Des bons matchs. Alors là, je pense que beaucoup d'entre vous, vous savez déjà ce que j'en pense, hein, de ça. Pour moi, non. Si ta philosophie, c'est de mettre des bons matchs, ça va nulle part. Parce qu'il y a des matchs pour des matchs, ça sert à rien, c'est nul, je déteste personnellement, ça me met à bout. Bon, après, si c'est votre délire, tant mieux pour vous, il n'y a pas de problème, chacun ses goûts. Mais pour moi, un match, juste pour faire un match, ça sert à rien. Il faut une histoire à la base, il faut une raison. Et la LW, j'ai l'impression que c'est très souvent match à gogo, histoire zéro, c'est vrai, et star zéro. Enfin non, il y en a en réalité, on va en parler après, mais c'est beaucoup trop mettre l'accent sur oui, on veut faire plaisir aux fans du web qui adorent les matchs, qui adorent le catch pour le côté athlétique, et on fait vraiment des matchs géniaux a priori. Rien que pour il y a des spots, il y a des prises, il y a des acrobaties, il y a de la violence, c'est fou. Ouais, mais bon, si tu racontes pas d'histoire, tout ça c'est déjà en soi, moi je trouve ça pas divertissant s'il y a vraiment aucun prétexte, aucun contexte, aucune émotion, aucun storytelling. Mais en plus, t'as aucune chance d'accrocher des fans non hardcore, hein, en faisant ça. Sinon, il a dit aussi que selon lui, l'AEW, ça durera, parce qu'on lui a demandé, oui, selon vous, en gros selon toi, Punk, est-ce que l'AEW va durer longtemps? Bah il a dit, tant que Tony Khan mettra de l'argent dedans, oui.
Et pour moi, le fait qu'il ait dit ça, c'est aussi un énorme révélateur. Je vais vous dire pourquoi, parce que je pense que si c'est effectivement le cas, hein, que t'as affaire à un Tony Khan qui est un milliardaire, qui a un père richissime, et que l'argent c'est pas vraiment un problème, parce que t'en as à gogo et tu peux en investir à fond, bah c'est sûr que bah là tu te dis, bon bah ça veut dire que il pourra faire ses délires et continuer encore tant qu'il aura de l'argent à disposition, qu'il sera pas perdant, mais est-ce qu'un jour, on va dire, on lui coupera les vivres à Tony Khan? Si ça arrivait, là, il serait vraiment dans la panade. Hein. Parce que on a l'impression que grâce à ce financement garanti de milliards de dollars, hein, grâce à sa richesse, que finalement, ils n'ont pas le couteau sous la gorge pour vraiment gagner de l'argent. Mais si c'était vraiment à 100% le cas, qu'ils jouaient vraiment leur survie financière, peut-être qu'ils en viendraient à se dire, bon ben là, non, ça va être compliqué, va bien falloir se sauver, sinon on n'existera plus. Ça, je me dis, ça, ce serait peut-être un mal pour un bien pour la AEW de se retrouver vraiment dans de gros problèmes financiers et qui doivent gagner de l'argent et remplir les salles et vendre des tickets et pas faire juste des bons matchs pour faire plaisir aux fans sur le web. Enfin bref, voilà en gros les extraits les plus marquants sur la AEW de CM Punk. Et sinon, ce que j'ai quand même à dire dessus, c'est que, effectivement, bon, quel gâchis pour CM Punk, quel dommage que ce soit des matchs qui s'enchaînent à gogo. D'ailleurs, est-ce que vous trouvez aussi, en tout cas, c'est souvent ce que je me suis dit en regardant la AEW, vous savez, c'est, en fait, je vais vous dire, c'est arrivé que je regarde, alors, au tout début, par curiosité, parce que tout ça était quand même excitant, hein, sur le papier. Et d'ailleurs, c'est fou de se dire que Cody Rhodes était un ancien MVP, et qu'il est devenu après le visage de la WWE, je me dis, mais quelle humiliation pour la AEW, ça, quelle humiliation, c'est vrai, et que CM Punk et Cody Rhodes soient finalement des top guys du concurrent, c'est fou. Mais moi, je vais vous dire, par exemple, quand CM Punk était revenu, ça m'avait donné envie de suivre. C'est aussi arrivé que j'ai très envie de regarder quand MJF était vraiment en mode pipe bomb un peu, parce qu'il avait fait aussi une promo hyper réelle, on va dire, en tout cas, en mode shoot, quoi. Et d'ailleurs, MJF, je trouve qu'il est excellent, hein, j'adore MJF. Je trouve que c'est une des dernières grandes stars du catch, hein, en tout cas purement en termes de charisme, d'éloquence, du fait qu'il est son personnage 100% du temps. Bref, ce que j'ai souvent trouvé en regardant, en donnant la chance à des choses, c'est que je me dis, mais c'est un enchaînement de matchs, on m'explique pas assez en tout cas les histoires, pourquoi je devrais me soucier de ce match, pourquoi les deux types s'aiment pas, pourquoi ils s'affrontent. Et je me suis rendu compte rapidement, hein, comme on disait juste avant, que non, en fait, on te met des matchs parce que c'est des matchs, parce que ça peut être des bons matchs, parce que les deux sont capables de bonnes choses techniquement, et c'est un enchaînement de ça, très souvent. Et je me disais, mais il n'y a pas du tout assez de contexte, de storytelling, ça manque de promo, ça manque aussi de spectacle, de divertissement. Et je me dis, bah non, là, c'est sûr que je regarde ça. Moi, si en plus je me mets à la place de quelqu'un qui regarde le catch de loin, et qui regardait peut-être aux meilleures époques du catch et qui donnerait la chance, bah là il fuit de ouf. Et d'ailleurs je trouvais aussi que le roster était beaucoup trop gros, que du coup ça crée, c'est simple, ça a créé une multitude de shows à une époque, mais t'avais je sais pas combien de shows, c'est le bordel. Il y a plein de catcheurs, ils recrutent à gogo, et ils donnent des matchs à tout le monde, mais c'est pas comme ça que tu construis vraiment quelque chose de vraiment avec une vraie pérennité qui marche. D'ailleurs, la preuve dans les chiffres, hein, écoutez-moi ça. Sachez que depuis le tout début, en termes d'audience télé, alors oui, on pourrait me dire, oui, les gens regardent moins la télé. Ouais, mais regardez, en 2019, hein, quand tout a commencé, il y avait déjà hein, les plateformes de streaming, il y avait déjà les réseaux sociaux, hein, et pourtant, ça les a pas empêchés d'être autour des 1 million au tout début. Ça montre bien qu'il y avait un vrai potentiel, et qu'il y avait une vraie demande chez, en gros, la population, en Amérique, de voir un autre produit que la WWE. Il y a eu en gros un intérêt pour ça. Puis ensuite, ça a fait que baisser. D'ailleurs, ça a même chuté à un moment, donc dans tout ce processus, hein, depuis 2019, en dessous des 750 000. Alors purement en termes de chiffres. D'ailleurs, comme j'aime bien dire, les chiffres ne mentent jamais. C'est vrai. Et là, tu le vois factuellement, les critiques, les haters de Punk, parce qu'il y en a, tous ceux qui sont un peu dans le... Enfin, justement, il faut être au-dessus de ça, il faut pas choisir de camp, il faut être dans l'analyse factuelle. Tous ceux qui seraient un peu dans le camp des pros, Omega, Young Bucks et tout, auraient du mal à le reconnaître peut-être, mais soyons lucides mes amis, soyons objectifs. Il y a eu factuellement une remontada des audiences quand CM Punk est arrivé à la AEW, mais qui n'a pas duré bien longtemps. Alors là, encore une fois, qu'est-ce qu'on constate? C'est parce que ils n'ont pas su battre le fer pendant qu'il était chaud,
et ils n'ont pas su raconter, on va dire, les histoires correctement. D'ailleurs, je vais vous dire une anecdote. Je me rappelle que au moment où il y avait, vous savez, le fameux Brawlout, vous savez, le clash de CM Punk en conférence de presse qui avait parlé en gros de ce qu'il pensait des EVPs, on va dire. C'est quelque chose qui avait fait un buzz monumental, hein, c'est vrai, je me rappelle. Pour le coup, la preuve, c'est que moi, en tant que fan de loin de tout ça, hein, qui est pas du tout un fan, on va dire, hebdomadaire, investi à fond, justement, tout dépend de la qualité des shows pour moi. En voyant à quel point il clashait tout le monde dans sa conf de presse, donc, et à quel point tout ça promettait vraiment d'être une vraie rivalité entre eux, de la vraie vie, je me disais, mais là, il faut à tout prix surfer sur ça. Pour moi, c'était évident que par la suite, bon, il y avait eu l'histoire de la blessure de Punk, il y avait eu de la suspension, certes, mais je me dis, là, s'ils avaient pensé audience, pensé business, le mieux aurait été de faire un CM Punk contre Kenny Omega, par exemple, ou alors un CM Punk contre les Young Bucks. Tu surfes sur ce qui fait le plus mousser. Et là, je pense qu'ils ont raté le coche. Ils ont clairement raté le coche, et ça s'est vérifié dans les audiences, puisque après, ça a fait que rechuter. Alors, c'est sûr que au moment de Brawlout, justement, ça avait un peu réaugmenté les audiences. Logique, hein. La preuve, c'est que quand t'as quelque chose de vraiment tranchant, de vraiment controversé, avec des vraies histoires, des vraies rivalités, et Punk investi dans une histoire comme ça de la vraie vie, là, ça intéresse les gens. Mais après, une fois que Punk avait été viré, ça a chuté, et ça fait que décliner depuis, hein. D'ailleurs, en avril 2025, on est autour des 600 000, et c'est quasiment 2 fois moins qu'au commencement. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Purement au niveau des chiffres, c'est une longue chute. Alors parfois, il y a des petites remontadas, hein. Parfois non, mais aucune vraie montée en puissance vraiment stable. Et je me dis, mais là, si ça continue, hein, à moins que Tony Khan éternellement à vie, mais bon, même lui, il va bien mourir un jour, hein, ou son père, malheureusement, c'est la réalité. Je me dis, il y a bien un moment où le puits, on touchera le fond et qu'il y aura plus de sous, il y aura plus d'eau à mettre dans le moulin. C'est vrai. Donc je me dis, si les audiences continuent à chuter, alors certes, ils peuvent avoir des deals avec des nouvelles chaînes. Évidemment, il y a les ventes des tickets aussi, mais même ça, combien de fois on a vu des photos sur le web avec des arènes à moitié vides, des sièges vides? Ça, c'est pas bon, c'est pas bon. Pour l'AEW, c'est très mauvais, ça. Donc, je me dis, là, tous les indicateurs semblent montrer que, purement au niveau des chiffres, on va tout droit vers le désastre. Tant que Tony Khan, en tout cas, continuera à mettre de l'argent dedans, ça résistera, ça survivra, mais c'est pas éternel, ça. D'ailleurs, un truc que j'aimerais dire aussi, c'est que dans la posture de l'AEW, quand c'est confronté à sa baisse des audiences, à des échecs, des choses qui n'ont pas marché, qui n'ont pas plu aux fans, la posture, c'est toujours se dédouaner. Hein. C'est jamais, et là je critique Tony Khan directement, et même comment je pourrais l'appeler lui? Ce zouave de Dave Meltzer, qui leur lèche les fesses sans arrêt d'ailleurs. Au fait, franchement, encore un truc qui ne joue pas en la faveur de la AEW, c'est que ils ont voulu, d'ailleurs c'est évident que Dave Meltzer, il est tout le temps en train de mettre des notes 6 étoiles, 7 étoiles à des matchs de la AEW, et il est tout le temps en train de dire, les audiences, oui mais il y avait la concurrence de ça, ouais mais en soi, vous savez, ce score, ce chiffre, il est pas si mauvais, non, c'est bien, c'est pas mal, c'est encourageant. Alors en gros, c'est clair et net que il est un peu, j'ai envie de dire, une taupe, alors c'est pas vraiment une taupe, mais c'est clair qu'en tout cas, il travaille aux intérêts de l'AEW, qu'il les critique quasiment jamais, et qu'il est tout le temps en train de leur lécher les fesses. Et clairement, c'est pas comme ça qu'on va aller loin. Et ça, pour moi, c'est encore une erreur fondamentale de l'AEW, c'est que, à travers cette volonté de plaire à Meltzer, de faire des matchs 6, 7, 8 étoiles, j'en sais rien. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on s'en fout de ces étoiles à lui, mais il peut se les foutre où je pense, hein, vraiment. Enfin bref, vous l'aurez compris, je l'aime pas, ce Meltzer. Enfin, pour moi, c'est un poison, ce mec. D'ailleurs, un jour, il faudra que je parle à quel point c'est vraiment quelqu'un de toxique pour le business du catch et qui est en train de causer la mort de ce business, hein, vraiment. Enfin bref. En tout cas, je dis cette posture à la fois de Tony Khan de jamais reconnaître ses échecs, de même dire oui, il y a des bots WWE sur les réseaux sociaux, blablabla, ouais mais bon, assume un peu que t'as fait n'importe quoi ou que t'as échoué, assume-le fièrement et tu te feras bien plus respecter si en plus tu dis oui, on va faire en sorte, voilà, on a compris que on a fait des erreurs, on a appris, on va s'améliorer. Là franchement je dis bon ok, Tony Khan, ok, j'accepte ta posture,
je vais te donner la chance, j'écoute, et je regarde. Alors que si t'as un type qui te dit non, 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 les shows ils sont super, c'est génial, les chiffres, les mauvaises audiences, mais non, c'est pas de notre faute, non, il y avait ci, il y avait ça, non. Bah non, je lui dis, bon bah écoute, tu sais quoi, reste dans ton pétrin et meurs tout seul, tu sais quoi. En tout cas, voilà, vous aurez compris que ça, je trouve que cette attitude, elle est pitoyable de la part de Tony Khan. En tout cas, pour se défendre face à des échecs clairs et nets, hein. Et vous savez, si c'était cette posture, d'ailleurs je trouve que c'est un peu le même problème pour la WWE dans ses confs de presse, de se faire mousser sans arrêt, je trouve que c'est tout aussi pitoyable, hein. Moi je trouve que c'est ridicule tout ça, c'est ridicule, enfin bref. Je me dis, déjà un énorme problème, c'est pourquoi avoir voulu tout faire pour plaire à des Dave Meltzer, pour plaire à la communauté du web, à des fans hardcore de catch, vous savez la fameuse Internet Wrestling Community. Pourquoi avoir voulu les cibler eux en faisant tout pour leur lécher les fesses? D'ailleurs vous savez qu'au tout début, au tout début de la AEW, même un gars comme Cody Rhodes pouvait dire, genre quand on lui parlait de Vince Russo, de l'Attitude Era et tout, il disait non mais non, nous on va pas être comme ça c'est nul, on fait pas ça nous. En gros, il disait tout pour plaire à la communauté du web, qui évidemment déteste Vince Russo, qui veut des matchs 7 étoiles, qui veut du Dave Meltzer, qui veut des mecs des indies, qui veut tout ça. Je me dis, mais quelle erreur d'avoir ciblé ces gens-là, alors que ça c'est limité. Ok, t'auras peut-être la cote auprès d'eux pendant plusieurs années sur le web, mais ça, bah, la preuve dans les chiffres, ça représente quoi? Ça représente quelques centaines de milliers de personnes. Où tu veux cibler du lourd avec des millions et des millions de gens. Enfin bref, ils ont rien compris pour moi, stratégiquement, de cibler ces gens-là, c'est nul. En fait, on a l'impression qu'ils cherchent jamais à attirer des nouveaux fans, mais qu'ils veulent tout simplement faire kiffer les fans du web qui, eux, regardent quoi qu'il arrive. Ils cherchent pas à conquérir. Et quand tu cherches pas à te conquérir vraiment, bah, tu t'éteins. Bref, je trouve aussi encore un autre problème. Il y a une surenchère dans la violence, alors autant... Je suis pas contre, hein. Je me dis, quand ça sert une histoire, la preuve, hein, combien de fois j'ai vu des matchs que j'ai adorés, qui avaient du sang, qui avaient de la violence, qui avaient vraiment des trucs vraiment choquants, mais comme ça servait une histoire, que ça servait des superstars, je me disais, bah non, non, c'est bien, ça me dérange pas. Par contre, j'ai l'impression qu'à l'AEW, c'est vraiment la violence pour la violence, bah la preuve avec un Jon Moxley. Alors le gars, il va même jusqu'à se mettre des trucs hyper dangereux dans le dos, enfin je me dis, mais... Enfin, où est-ce qu'on va, quoi? Est-ce qu'il y a un jour, alors, entre ça et les spots hyper dangereux à gogo pour faire des bons matchs, je me dis, mais un jour, il va y avoir un catcheur qui va mourir là-bas, hein. Et ça, pour le coup, je leur souhaite pas, évidemment, mais ça leur apprendra à être dans la surenchère des spots à gogo, des acrobaties à tout prix, pour faire jouir les fans du web, ou pour plaire aux ceux qui sont assoiffés de sang. D'ailleurs, même critique pour le CW à l'époque, hein. Je me dis... Mais c'est... Comment tu peux en être réduit à... Moi, je veux du sang pour du sang, mais on est où, là? On est à l'époque des gladiateurs, on est à l'époque du Colisée, et c'est le sang pour le sang, quoi. C'est juste pour voir des êtres humains souffrir, mais c'est qu'il y a un problème dans la tête, hein, ces gens-là. Que si, en gros, tu veux voir de la violence juste pour la violence, non, c'est que... Non, pour moi, ça doit servir, ça doit raconter quelque chose. Et c'est pas assez le cas. Mais bon, je vais quand même terminer par une note d'espoir. Sachez que, voilà, moi j'ai sincèrement voulu que l'AEW marche. J'aurais vraiment aimé que ce soit une vraie alternative géniale de la WWE. Vraiment, je demandais que ça. D'ailleurs, sachez qu'il y a des trucs que j'ai aimés, hein, dans l'histoire de l'AEW. Par exemple, la feud CM Punk MJF, je l'ai trouvé extraordinaire. Hein. Extraordinaire. Je trouve que c'était... Voilà, pour le coup, t'avais deux stars, t'avais des super promos, t'avais une vraie histoire, et c'était génial, et puis ça aboutit à des matchs ultra violents. Enfin... dans les standards WWE, on va dire, et c'était super. Je me dis, ça pour le coup, t'avais vraiment de l'or entre les mains. Et pareil, je me rappelle que quand Jericho était champion, j'adorais, vous savez, la célébration of le champion, quand il était dans le Little Bit of the Bubbly. Tout ça, je trouvais ça génial, j'adorais ça. Je trouvais ça génial, ça pour le coup, des vrais personnages, du divertissement, c'était super. Et après, bon, il y a voilà, moi, MJF m'a souvent régalé là-bas, CM Punk aussi. Mais bon, c'est trop peu. Mais bon, je vais quand même terminer sur une note d'espoir en disant que ça prouve qu'ils sont capables de faire des bonnes storylines, de faire des rivalités, que c'est juste une histoire de focus et de priorité. Mais mettez l'accent sur les histoires, les stars sans arrêt, et construisez des vraies stars, et déjà, ça ira bien mieux, à mon avis. Et surtout, quand je regarde le roster, en tout cas, au printemps 2025, je me dis, mais nom d'un chien, comment avec un roster pareil, déjà, tu peux pas faire un show consistant
et avec plusieurs rivalités excitantes chaque semaine pour plaire au plus grand nombre de fans possible, faut vraiment le faire exprès. Hein. Donc là, j'ai vu que t'as en même temps. Alors moi par exemple, si j'étais en charge, là c'est du fantasy booking, hein, mais si je vois en gros le roster, voilà en gros personnellement les noms que je mettrais le plus en avant à l'AEW. MJF évidemment. MJF c'est évident, il a tout, c'est une star. Étonnant d'ailleurs que il n'ait pas été à la WWE, mais tant mieux, tant mieux. L'AEW devrait vraiment le chouchouter et tout faire pour le garder, parce que je me dis, lui, ses confs de presse, par exemple, ses promos, bah justement, la ligne entre fiction et réalité est brouillée, parce qu'il est, justement, il respecte le kayfabe, lui, contrairement à d'autres, et ça, bravo à toi, MJF, bravo, Maxwell, bravo de respecter le kayfabe et de comprendre que c'est ça qui crée la suspension d'incrédulité, et c'est ça qui te fait investir dans un personnage. Quand tu fais pas rappeler à tout le monde tout le temps que tu joues un personnage, que t'es totalement fake, non, MJF, il est lui-même, et surtout, il reste en personnage tout le temps, et ça, c'est génial. Sinon, il y a aussi Bobby Lashley. Bobby Lashley, voilà un gars larger than life, intense, féroce, avec qui tu peux vraiment faire de grandes choses. Pareil pour Samoa Joe, hein. Je vous dis ça déjà, rien qu'avec ces trois noms, il y a des choses intéressantes à faire. Or, bon, c'est vrai que elle fait réagir les fans un peu négativement parfois, a priori, elle peut être un peu ennuyante, mais sur le papier, Mercedes Moné, anciennement Sasha Banks, elle pourrait avoir du potentiel. Hein. Après, elle, je pense que ça dépend beaucoup, le personnage, si c'est une heel ou pas, plus, évidemment, les rivalités. Hein. Bon, après, ce serait pas là, genre, à elle seule, elle va pas, on va dire, captiver des millions de personnes, hein, faut être honnête. Mais, en tout cas, elle peut être intéressante. Sinon, pour moi, un gars qui a encore un énorme potentiel, c'est Big Bill, anciennement Big Cass à la WWE, vous savez, qui était avec Enzo Amore. Je me dis, lui, quand je vois son physique, quand je vois son look, son intensité, je me dis, mais lui, t'as une star entre les mains, s'il est bien utilisé. Alors évidemment, je pourrais parler de Bryan Danielson, mais lui, il est sur la fin. Là, Daniel Bryan, hein, lui, respect à lui, pour le coup, il a su raconter des histoires dans sa vie, l'histoire de l'underdog, de l'outsider, et il a eu son âge d'or en 2014, lui, mais bon, lui, il est plutôt sur la fin, donc faut pas construire autour de lui, et je peux dire pareil pour Chris Jericho. Hein. Chris Jericho, bon, même si dans ceux que j'ai cités, c'est vrai que beaucoup sont des anciens de la WWE, en vrai. Hein. Jericho aussi, il est capable de très bonnes choses, hein, Jericho, c'est vrai. Bon, après, et il est en fin de carrière, hein. Après, il y a Christian Cage, qui, Christian Cage, lui aussi, c'est un peu un vétéran, qui est capable aussi d'être super, hein. J'ai déjà vu des segments de lui à l'AEW qui étaient cool. Tout comme Edge. Alors, bon, il s'appelle pas Edge à l'AEW, mais bon, on va l'appeler Edge. Je me dis, Edge et Christian, en soi, c'est super, hein, ils sont capables d'être géniaux. Mais bon, ils sont vieux, malheureusement. Tu peux, oui, t'en servir un peu, mais c'est pas avec eux que tu vas construire l'avenir. Et d'ailleurs, Keith Lee, encore un, qui pour moi, si j'étais booker de la l'AEW, mais je le mettrais en push, en solo tout de suite. C'est vrai, Keith Lee, il a un énorme potentiel. Là, les fidèles de la chaîne, vous le savez déjà, ça. Et tout comme MVP, hein, avec Bobby Lashley. D'ailleurs, il y a aussi l'Indien Satnam Singh, qui pour moi, a un peu le potentiel et l'identité pour être vraiment un monstre dominant, comme il n'y en a pas assez dans le catch actuel. Et je conclurai en disant, bon, il y a la légende Sting, mais lui, pour le coup, c'est un doyen, c'est un vétéran, puis il a pris la retraite aussi, mais en tout cas, quand il était vraiment investi à l'AEW, c'est vrai que c'était quand même une star, Sting. Hein. Puis je conclurai aussi en mentionnant Wardlow, qui était impliqué, vous savez, avec MJF à une époque. Je me dis, Wardlow, lui, voilà aussi un autre type qui est largement crédible et charismatique et intense. Hein. Donc tout ça pour vous dire que, sur le papier, le roster, il est déjà là pour construire des shows attractifs, mainstream, qui vendent des tickets et qui font des audiences. Hein. C'est qu'une question de booking, c'est qu'une question de priorité, c'est qu'une question de philosophie et de politique globale. Mais voilà, j'espère en tout cas que la l'AEW finira quand même par ne pas s'écrouler, ce serait quand même dommage. Et par rectifier le tir. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous, au contraire, vous adorez l'AEW et que vous trouvez que c'est une injustice totale, qu'il n'y ait pas plus d'audience et que ça marche pas mieux. Si au contraire, vous aussi, vous avez donné la chance mais que ça vous a pas emballé, qu'est-ce que vous feriez, vous, pour peut-être sauver l'AEW et surtout en faire un vrai concurrent de la WWE dont elle a bien besoin. En tout cas,
j'en profite pour vous dire merci, ceux qui commentent, ceux qui likent, ceux qui disent leur avis, vous êtes super, continuez à le faire, vous me régalez, et en plus, vous aidez la chaîne, donc merci à vous, n'hésitez pas, et espérons que l'AEW n'ait pas un destin comme la WCW ou la TNA avant elle, et qu'elle réussisse à enfin vraiment concurrencer la WWE. D'ailleurs, si vous avez envie de découvrir des documentaires sur des personnages incroyables ou d'apprendre plein de coulisses et de controverses de la WWE, j'ai tout ce qu'il vous faut ici. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so.